François qui est notre orateur suivant. Donc François est maître de conférence à l'ESPCI à Paris, il est responsable de l'équipe interface serveur-ordinateur. Donc il a la particularité d'avoir énormément de diplômes de beaucoup de disciplines. Donc il a un diplôme d'ingénieur en informatique, une thèse en neurosciences cognitives, un diplôme de psychothérapie cognitive et comportementale. Et vu qu'il ne s'arrête jamais, normalement si tout va bien, il va aussi avoir un diplôme de psychologue prochainement. Il a aussi travaillé au Japon dans un laboratoire de neurosciences. Il a fait énormément de choses, j'en oublie sûrement. Mais François, merci, c'est à toi. Merci Fabien. Et merci Jean-Arthur pour l'introduction. Alors oui, effectivement, je vais vous parler un petit peu du rapport entre le neurofeedback et la neurocognition et aborder le problème de la place de la phénoménologie dans les neurosciences. Et donc, je viens de vous bombarder métacognition et phénoménologie, et tout de suite, vous vous dites, qu'est-ce que ça va être compliqué. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vais juste vous parler d'une histoire de porte de frigo. La phénoménologie, c'est pas compliqué. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, et on va brosser un peu l'histoire de l'évolution du point de vue psychologique, l'évolution des théories psychologiques et ce que ça a mené à faire dans le domaine des psychothérapies, et mettre ça en rapport avec les modèles qui ont évolué autour du neurofeedback. Alors, au début, il y a un certain temps, on va dire, un peu plus d'un siècle, on essaye de soigner les gens, et on se dit, on va explorer leurs états mentaux en les interrogeant. Donc, ça a amené à la psychanalyse, ça a amené aux observations cliniques. Clinique, ça vient de cleaning, c'est c'est le fait que le patient soit sur le lit, là, comme on a ici, on se penche sur le patient. Il y a le rapport humain, c'est très intéressant, sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce rapport humain, c'est qu'il n'est pas objectif. Pourquoi ce sera embêtant que ce soit pas objectif? On ne peut pas le vérifier. On ne sait pas si le patient n'est pas en train de bidonner ce qu'il nous raconte. Si vous demandez à un mythomane s'il a sauvé le président de la République, il vous dira oui. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors on voudrait avoir quelque chose qui sorte de cela. Et on va avoir le point de vue du positivisme qui va être, on veut avoir des données objectives, mesurables. Bon, très bien. Alors on va chercher à avoir des indicateurs objectifs. Qu'est-ce que ça va donner ? On va avoir l'apparition du behaviorisme, du comportementalisme. On va dire que l'être humain, après tout, est un animal comme les autres, et on va le modéliser comme un animal et observer son comportement. Alors pourquoi c'est intéressant, le behaviorisme ? C'est intéressant parce que ça va permettre, en réduisant l'individu à ses comportements, de pouvoir trouver comment intervenir dessus et de pouvoir définir des lois qui sont facilement mesurables, quantifiables. On est presque dans de l'ingénierie psychologique. Super. Et ça nous amène au conditionnement opérant. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord, c'est très intéressant le conditionnement opérant. C'est une démarche réductionniste, c'est quelque chose qui va permettre de simplifier ce qu'on veut étudier. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand on veut faire un conditionnement, il y a un certain nombre de soucis, dont le fait qu'on va fournir un signal à l'individu ou à l'animal qui est conditionné, peu importe, puisque l'individu est un animal. Sauf que quand l'individu est un être humain, il a une fâcheuse tendance à interpréter les signaux à sa façon, et on ne sait pas comment il fait. Et donc effectivement, ces contenus mentaux vont interférer. Et justement, par rapport au conditionnement opérant et au behaviorisme, ça a amené aux thérapies comportementales, et les thérapies comportementales ont des limites. Elles marchent très bien, par exemple, si elles sont bien appliquées pour le traitement des phobies, mais elles vont pas marcher dans tous les cas. Pourquoi elles ne marchent pas dans tous les cas ? Parce qu'on est un petit peu plus compliqué, on a des pensées, cet objet bizarre. Et donc, on va avoir une petite évolution. On était dans les années 1930, et là les gens commencent à réfléchir, à se dire que peut-être que les pensées c'est utile, que ça sert à quelque chose. On va avoir l'émergence de ce qui va amener aux thérapies cognitivo-comportementales, le cognitivisme. Alors vous remarquerez que c'est dans les années 50. Donc on est il y a presque 70 ans. C'est très novateur le cognitivisme. Donc on veut étudier les fonctions de l'esprit, et on va dire c'est pas grave, on va considérer l'être humain comme un ordinateur. Vous remarquez l'évolution, on n'est plus des animaux, on est des ordinateurs. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'on peut étudier les pensées. On peut essayer de les modéliser, de les quantifier, de les mesurer.
Alors, est-ce que réellement, objectivement, ça donne des choses? Je vais juste vous donner un petit exemple amusant d'interférence entre le cognitif et l'émotionnel, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Alors, vous prenez une jeune femme, si possible un petit peu sexy, et vous la mettez dans un parc. Elle va interroger les gens qui passent dans le parc pour leur poser des questions assez barbantes. C'est un questionnaire psycho. Vous avez déjà rempli des questionnaires de psycho? Les questionnaires psychométriques, vous savez, les trucs bien longs, où il y a 15 fois la même question qui revient en boucle. Et donc, bien évidemment, après, quand elle leur dit « Si vous voulez revenir au labo, je vous poserai 4 heures de questions similaires », les gens n'y vont pas. Et puis on met la même jeune femme, avec le même questionnaire, à la sortie d'un pont suspendu branlant. Et là, étonnamment, elle fait la même chose, mais les hommes reviennent la voir au labo. Pourquoi ? Alors la boucle est assez simple. Je suis sur un pont branlant, j'ai une réaction hormonale, infracognitive, j'en prends même pas conscience, puis surtout j'ai pas envie d'en prendre conscience parce que je suis un homme fier et fort. Mon rythme cardiaque a augmenté parce que j'avais peur. Je suis face à une femme, je perçois cette femme et mon cœur bat vite. Quelle est la conclusion ? Je suis amoureux. Donc là on a eu l'interprétation cognitive qui a amené à un comportement. Parce que vous avez les barres en bas, c'est les statistiques de personnes qui vont se croire amoureuses de la jeune femme. Si elles sont sur un pont en dur, ils sont à 30% et sur un pont suspendu à 50%. Donc la conclusion de cette manip, c'est si vous voulez draguer, emmenez l'autre personne voir un film d'horreur ou sur les montagnes russes. Et au moment où vous allez la regarder langoureusement dans les yeux, le cœur bat, ça marche super bien. Mais bon, l'autre conclusion, c'est qu'il faut étudier les pensées. Si on veut étudier les pensées pour le neurofeedback, on peut essayer de le faire et l'aborder sous le point de vue de la métacognition. Alors la métacognition, c'est la cognition à un niveau méta, c'est la cognition qui se penche sur la cognition. J'essaye de penser à mes pensées. Je vais étudier mes propres stratégies. Je vais vérifier de quelle manière mon esprit fonctionne et essayer d'en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on appelle une stratégie ? Ça va être mes recettes de cuisine interne. Je vous rappelle que nous sommes des ordinateurs, donc nous avons des algorithmes qui tournent à l'intérieur. Et en fait, on va essayer de faire du débugage. Si vous êtes un peu familier avec le codage informatique, on va observer ce qui se passe ligne à ligne et voir comment le programme tourne. Alors c'est intéressant parce que dans le domaine de la théorie de l'apprentissage, on se rend compte que quand on veut enseigner par exemple le calcul mathématique ou la grammaire à des enfants, si on leur demande de prêter attention à leur stratégie cognitive, ils apprennent plus vite. Parce qu'il y a des stratégies qui marchent, des stratégies qui marchent moins bien. Donc peut-être qu'effectivement, si on veut conditionner de l'activité cérébrale, on pourrait aller regarder les stratégies cognitives sous-jacentes au fait qu'on fait ce conditionnement. Alors ça a été fait un petit peu par notre équipe, mais ça a été fait aussi beaucoup partout dans le monde par d'autres équipes. Que ce soit dans le domaine du biofeedback, du neurofeedback ou des interfaces cerveau-machine, des équipes se sont intéressées au fait de vérifier si les stratégies cognitives avaient un impact sur l'apprentissage. Bon, on peut avoir des stratégies imposées ou des stratégies spontanées. La distinction, elle est au niveau de la recherche. Soit on place le sujet devant une tâche de biofeedback ou de neurofeedback et on lui dit après « et alors, comment vous avez fait ?» Soit on les met devant la tâche et on leur dit « vous allez devoir faire comme ça ». Et là, dans ce cas, on impose la stratégie, ce qui fait qu'on peut les comparer. Dans tous les cas, ce qui va ressortir, c'est que généralement, les gens aiment bien faire des visualisations mentales. C'est quelque chose qu'ils vont utiliser assez fréquemment. Et bizarrement, il y en a beaucoup qui utilisent une stratégie qui est ne rien faire. Ma stratégie, c'est que je n'ai pas de stratégie. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ces sujets-là, dans certaines études, ont de très bonnes performances. Ce qui contredit complètement le point de départ. Bon, donc ça signifie qu'en fait les pensées ne servent à rien, la théorie s'effondre, et donc on revient au conditionnement. Ou pas. Parce qu'en fait ça veut dire quoi ne rien faire du point de vue du cerveau ? Est-ce que votre cerveau, au cours de votre vie, a des moments où il ne fait rien ? La réponse est non. Même quand vous dormez, votre cerveau fait quelque chose. Si votre cerveau ne fait rien, c'est que vous êtes dans le coma. Donc a priori, il se passe quelque chose quand les sujets ne font rien. Qu'est-ce qui se passe si on veut étudier l'introspection et aller un petit peu plus loin sur ces contenus stratégiques ? Eh bien, il va falloir introduire un petit changement de perspective épistémologique. L'épistémologie, c'est la philosophie des sciences. C'est ce qui définit comment on peut essayer d'étudier des choses d'une façon scientifique.
Alors, je vous ai parlé du positivisme tout à l'heure, c'est la théorie qui a amené au comportementalisme. Dans le positivisme, n'est vrai que ce qui est falsifiable. Donc, par exemple, si je vous dis que je suis un extraterrestre, mais que vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que j'ai un code génétique identique au vôtre, donc si vous me faites une prise de sang, il n'y aura pas de différence. A priori, il est raisonnable de ne pas me croire. D'un point de vue positiviste, vous ne pouvez pas vérifier, donc c'est faux. Maintenant, si jamais je prends un point de vue phénoménologique, je vais dire que, de toute façon, pour construire une théorie, au départ, il faut l'imaginer. Donc la science s'appuie sur l'imagination, sur des contenus subjectifs, et de fait, les contenus subjectifs ont une valeur, on ne peut pas les écarter d'un claquement de doigts. D'ailleurs, si je vous dis que je suis un extraterrestre, a priori, vous devriez vous poser des questions sur ma santé mentale. Et ça, c'est une vraie donne scientifique. D'ailleurs, si vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute ou psychiatre, quand vous interrogez vos patients par rapport à des éléments subjectifs, vous en avez besoin pour établir vos diagnostics. Alors on a un conflit, comment on peut les résoudre? Est-ce qu'il est possible de marier ces deux points de vue et de garder le côté rigoureux de l'analyse objective, falsifiable, et le côté peut-être plus flou, mais plus intéressant pour étudier l'être humain de la phénoménologie? Alors on va changer de paradigme encore une fois. Et vous allez voir, comme on est super moderne, on arrête de penser que l'être humain est un robot dans les années 80. Et ça s'appelle le post-cognitivisme. Donc c'était il y a presque 40 ans. Voilà. Donc pour revenir sur ce que disait Jean-Arthur tout à l'heure, on lit encore à l'heure actuelle dans la littérature, presque partout, que le neurofeedback est du conditionnement opérant, sachant qu'on est passé au post-cognitivisme il y a plus de 39 ans. Donc la littérature met un petit peu de temps à rejoindre les théories. Là, on va pouvoir étudier l'esprit et on admet que l'être humain peut avoir des états de conscience et on admet que c'est un petit peu plus compliqué que simplement une machine. Et on va réobjectiver des contenus subjectifs. Ça veut dire qu'en fait, on a mis en gros 80 ans pour revenir au point de départ. Et donc en fait, c'est pas grave, on va arrêter le comportementalisme et on va tous faire de la psychanalyse et ça va être génial. Bon, donc c'est pas exactement ça que je veux vous dire. L'objectif, c'est d'essayer de reprendre les observations subjectives et de les mettre dans un cadre objectif rigoureux. Alors encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais ça va être le travail qui a été développé par Francesco Varela, par Antoine Lutz, plus tard qui continue à travailler dessus, et qui est celui de la neurophénoménologie. On peut tout à fait observer des grandeurs mesurables et objectivables, comme par exemple l'activité électroencéphalographique, et puis on peut trier ces informations en fonction de rapports à la première personne, qui eux sont subjectifs, ne sont pas falsifiables, ne sont pas vérifiables, ne sont pas objectifs. Et on va pouvoir objectiver du subjectif. Et là, ça devient très intéressant. Alors l'exemple ici, c'est une publication qui illustre ce principe de la neurophénoménologie. Je fais une petite tâche d'illusion 3D avec un stimulus bistable. Et puis, je demande aux gens de quelle manière ils sont en train d'étudier ce stimulus. Je leur demande leur stratégie cognitive. Et je regarde le rythme gamma occipito-pariétal, qui est un rythme qui est lié au liage perceptif et à la formation de représentation mentale. Et ce que vous voyez sur le graphe, les SR, SR', FR, SU, SIU, ce sont des stratégies. Et selon les stratégies, on voit des changements dans l'activité cérébrale qui sont spécifiques. Autrement dit, en fonction de ce que la personne vit d'un point de vue subjectif, de sa façon de se relier au stimulus qui lui est propre, on trouve des changements dans son activité cérébrale qui, eux, sont objectivables, donc falsifiables. Est-ce qu'on pourrait aborder le neurofeedback avec ce regard-là, au lieu de rester dans un regard qui date d'il y a plus de 69 ans? Alors, ne rien faire du point de vue du cerveau. Si jamais on voulait rester sur quelque chose de simple, moi, quand je ne fais rien, je rêvasse. Donc c'est l'hypothèse de départ qu'on va faire. Quand je ne fais rien, j'active un réseau qui est le réseau par défaut, qui est un réseau de cognition retourné vers l'interne, dont on a déjà parlé aujourd'hui, donc je ne reviendrai pas trop dessus. Sauf que dans les études que nous avons menées dans notre équipe, sur le biofeedback ou sur le neurofeedback, quand les sujets ne font rien et qu'on leur demande « mais en fait, de quelle manière vous faites rien ?», ils ne disent pas qu'ils rêvassent.
Certains vont dire qu'ils rêvassent. Certains vont dire qu'ils rêvassent d'une façon assez particulière, où en fait ils font des alternances de rêvasserie et de focalisation de l'attention. Et puis d'autres vont dire qu'ils observent les choses en défocalisant leur attention. Donc autrement dit, ils ont tous une façon de ne rien faire qui leur est propre. Et cette attention défocalisée, ça vous fait peut-être penser à une méthode de psychothérapie qui est justement liée au mouvement de la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales, qui est justement la vague post-cognitiviste, qui est la mindfulness. Si le sujet est mindful, ça veut dire qu'il a une attention défocalisée. Donc quand un sujet ne fait rien, en fait il est mindful. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'il apprenne plus facilement. Pourquoi ? Alors quand je suis concentré sur une tâche type neurofeedback ou autre, en fait quelle que soit la tâche que je fais, si je fais un apprentissage, ça veut dire que je vais prendre des éléments disparates de mon activité cérébrale et que je vais essayer de les coordonner. Ça c'est très compliqué. C'est très compliqué pour mon cerveau d'avoir un contrôle cognitif sur des éléments disparates, c'est fatigant. Ça va avoir une charge, on va l'appeler la charge intrinsèque. Et puis ensuite, je me concentre sur ce que je fais et j'essaye d'apprendre. Je vais avoir une deuxième charge qui se rajoute. Le fait d'essayer d'apprendre, c'est aussi coûteux. La preuve, c'est que si pendant que j'essaye d'apprendre, vous venez me déranger sans arrêt, j'y arrive plus et j'apprends pas. Ça, on va l'appeler la charge essentielle. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à apprendre, je vais avoir une intégration. Le contrôle cognitif à exécuter sur ma tâche est plus facile, c'est moins fatigant. La charge intrinsèque réduit, j'ai appris. Et donc en fait, ne rien faire, c'est aussi comme ça qu'en théorie de la charge cognitive, on qualifie ce qu'est la charge essentielle. La charge essentielle, c'est quand je ne fais rien. En fait, c'est quand je fais de l'abstraction en pleine conscience. Quand j'observe de façon défocalisée ce qui se passe en moi. Et si je ne le fais pas, j'apprends moins bien. Bon, la charge cognitive, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut rajouter en plus la charge extrinsèque. La charge extrinsèque, c'est quand je complique les choses en rajoutant des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que je veux apprendre. Donc, si ma charge essentielle, c'est l'application en conscience de mes stratégies d'apprentissage, ça veut dire qu'en fait, le neurofeedback, c'est quelque chose qui a un lien avec la pleine conscience. Alors, je viens de vous raconter plein de choses, très compliquées. Il y en a qui connaissent déjà ce que je vais montrer. Non, même pas. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'une attention défocalisée, parce que si on ne sait pas ce que c'est difficile de comprendre. Donc, voilà une image, et je vais changer un élément dans l'image, et je vous ai prévenu, et en plus je vous laisse du temps. Donc vous pouvez y aller, mémorisez-la. Faites votre travail de mémoire. Maintenant que vous avez bien mémorisé, je change l'élément. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ne dites pas. S'il y en a qui l'ont vu, levez la main. Une personne. 2. 3. 4. Voilà, 4 personnes sur une centaine. Vous êtes très fort. Alors pourquoi vous n'avez pas vu? Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Non, je plaisante. Bon, ce qui a changé, c'est ça. Je reviens en arrière. D'accord? Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Parce que je vous ai laissé du temps. Et que vous étiez en attention focalisée. Donc si jamais on suit, c'est pas moi qui l'ai fait encore une fois, si on suit votre regard et qu'on regarde où il s'est porté, de quelle manière vous vous êtes approprié le monde environnant. Vous avez commencé par regarder un petit peu tout. Donc ça, c'est un tracé de poursuite oculaire sur ce que vous regardez avec un eye tracker. Et puis quand on laisse du temps, vous continuez à regarder tout, sauf la barre. Pourquoi vous ne regardez pas la barre? Parce que ça ne sert à rien. Parce que vous savez que c'est une stratégie inutile. Parce que les barres en métal, ça ne se déplace pas tout seul. Vous avez des biais cognitifs. Alors, ce qui est intéressant avec cette manip, c'est que si on la fait faire à des sujets qui ont des traits psychologiques mindful élevés, ils voient la barre. Parce qu'ils ont une habitude de l'attention défocalisée, donc leur regard ne se balade pas partout et ils voient le changement. Donc il faut ouvrir la porte du frigo. Vous avez tout compris? Bon, j'explique quand même. On croit voir le monde d'une façon claire. En fait, on le voit avec un regard hyper focalisé et on filtre beaucoup de choses. Notre attention est un mécanisme de filtre. En réalité, on sait que le monde extérieur est une mémoire fiable et qu'on peut regarder tout le temps. Donc on a l'habitude de cette attention focalisée.
Et on va parler d'une illusion de la lumière du réfrigérateur. Pourquoi? Parce que si vous demandez à un enfant de 2 ans, est-ce que la lumière du frigo s'éteint quand je ferme la porte? Il va dire non, parce que quand j'ouvre la porte, elle est allumée. Voilà. Donc, voir réellement, c'est défocaliser l'attention, parce que ça permet d'ouvrir les portes de frigo. Autrement dit, ça vous permet de regarder au-delà de votre focus attentionnel habituel pour percevoir. Et les sujets qui apprennent bien en neurofeedback ou en biofeedback sont ceux qui défocalisent. Sauf que défocaliser l'attention, on est en plein dans des concepts post-cognitivistes et qui sont hyper subjectifs. Pourquoi? Parce qu'on est sur des heuristiques de pensée. Alors, une heuristique de pensée, ce sont des programmes, des algorithmes, j'en ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on programme une intelligence artificielle. Si vous voulez apprendre à une IA à jouer aux échecs, vous lui mettez un petit programme et vous lui dites « Bon, ça sert à rien de jouer ça parce que ça rapporte pas beaucoup de points. Les coups qui sont intéressants, c'est ceux-là. » Et comme ça, elle va pouvoir évaluer beaucoup plus de coups en se focalisant sur moins de combinaisons possibles. Et on fait ça. On est dans nos habitudes de pensée. Sauf qu'il y a une autre façon de percevoir le monde, non pas heuristique mais analytique, où on va ouvrir et défocaliser l'attention, on perçoit beaucoup plus de choses. On sait qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire que du point de vue neurocognitif, en termes d'imagerie cérébrale, etc., on a complètement élucidé comment ça fonctionne. Bon, mais on sait quand même que ça a un lien avec une aire cérébrale qui s'appelle le cortex insulaire. Alors, avant de conclure, j'avais promis à Jean-Arthur que je reparlerai du placebo. Alors, c'est quoi le placebo? On en a déjà parlé, je crois, la 2e journée Next. C'est un effet psychoneuro-immunologique. C'est un mot super à placer dans les cocktails, quand vous êtes avec des gens qui ne font pas trop de science. Donc, c'est quand notre cerveau va être conditionné de façon à mobiliser son système nerveux autonome sans s'en rendre compte, et par ce biais, modifier le système immunitaire, et donc, ou alors modifier des mécanismes d'apprentissage motivationnel, simplement par habitude. Donc par exemple, je vois un médecin avec une blouse blanche, il me donne un comprimé. J'ai l'habitude, quand je vais voir un médecin avec une blouse blanche qui me donne un comprimé, d'aller mieux et d'être en meilleure santé. Donc logiquement, je vais aller mieux, je vais être en meilleure santé. Donc je me sens rassuré, ça change mes mécanismes de stress et donc je vais mieux. Donc ça, c'est effectivement une donne et une réalité qui pose problème quand on étudie le neurofeedback. Il y a eu un super tableau d'ailleurs sur les groupes contrôle dans le neurofeedback aujourd'hui. Le problème sous-jacent, c'est ça. Sauf que le vrai problème sous-jacent, c'est que si jamais effectivement ce qui se passe dans le neurofeedback fait appel à de la neurophénoménologie et à des mécanismes liés à la conscience et à l'introspection, arriver à faire un groupe contrôle sur ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Le neurofeedback du point de vue du post-cognitivisme pourrait aussi bien être considéré comme de l'hypnose ou considéré comme de la mindfulness. Donc des jeux avec les seuils de perception et les seuils attentionnels. L'hypnose, c'est du placebo. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème? Donc est-ce que réellement on évalue le neurofeedback avec les bons outils? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'évaluer de la même manière que l'on évaluerait des procédures ou des protocoles d'hypnose? Et si c'est le cas, est-ce que les bons protocoles, ce ne seraient pas ceux justement qui permettent de bénéficier de cet effet placebo? Donc de jouer avec les états émotionnels et les états subjectifs de nos sujets. Je n'ai pas dit que c'était la réponse, mais je dis que c'est la question. Donc en conclusion, le modèle qui est intéressant, de mon point de vue, c'est d'aller exploiter ces théories plus récentes et de s'appuyer sur les apports de la 3e vague des thérapies cognitivo-comportementales et faire une sorte de remédiation post-cognitive. Donc plutôt que d'être sur du conditionnement par feedback, on va être sur une remédiation de la conscience interoceptive par feedback. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Parce que c'est des mots très compliqués. Ça veut dire que j'ai mon cortex insulaire, qui est très très bien, mais il n'est pas suffisant généralement pour changer. Mais avec un joujou, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui se passe en moi, m'aider à prendre conscience de ce qui se passe en moi et m'aider en me défocalisant à mieux savoir ce que je suis en train de faire avec mon cerveau et partir à l'exploration de mes stratégies cognitives. Si je fais ça, c'est beaucoup plus intéressant à mon sens que simplement dire que je fais du conditionnement. Ça veut dire que je fais un étayage de mes mécanismes de conscience de moi-même.
C'est ça que ça veut dire, hein, les mots compliqués en rouge. Voilà, et ça se combinerait très bien avec la mindfulness et l'hypnose. Donc j'espère que le futur de la recherche dans ce domaine va être justement d'aller croiser ces éléments-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup François pour avoir rendu intelligible la phénoménologie. Souvent on nous demande qu'est-ce que c'est la phénoménologie. La porte du frigo est parfaitement adaptée.